Bonsoir à tous. Bienvenue à la conférence organisée par la cantine, les chats cosmiques et Maison du Libre. On va juste faire une petite intro rapide pour pas vous saouler. La cantine, c'est un espace de coworking à la base, mais c'est aussi un espace d'expérimentation autour des outils du numérique, des usages du numérique. Et on est ravis d'accueillir Richard Stallman. On accueillera aussi à la fin du mois, sur la thématique du libre, les rencontres annuelles d'OpenStreetMap. Donc ceux que ça intéresse au niveau cartographie, vous pourrez vous y joindre. Je remercie également la ville de Brest et le Technopole de Brest qui soutiennent l'événement. Merci. Alors, bonsoir, bienvenue et merci d'être là. Du coup, moi, je vais vous présenter l'association Les Chats Cosmiques. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent peut-être pas, donc on est une association jeune sur la découverte et la promotion des cultures numériques et libristes. Et on entreprend du coup des petits ateliers, conférences ou quoi que ce soit, toujours dans une démarche de néophyte, dans le sens où on n'est pas du tout des experts, c'est même plutôt l'inverse, on est plutôt des quiches. Mais du coup, voilà, ce qui ne nous empêche pas d'y aller, d'apprendre à faire des choses. Donc voilà, ça c'est pour nous. Et puis du coup, pour le contexte, on organise tout au long de 2015 des ateliers qui s'appellent Datalove. Alors, on les a appelés Datalove parce qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire à ce moment-là. Et en fait, on ne sait toujours pas trop ce que ça veut dire parce qu'on a eu plein de définitions différentes. Mais toujours est-il que voilà, on fait des ateliers de sensibilisation à la vie privée numérique et aux données personnelles qui peuvent paraître assez techniques. Mais comme on est les chats cosmiques, on fait en sorte que n'importe qui puisse y participer et qu'il ne faille pas être un ninja de l'ordinateur ou quoi que ce soit pour y participer. Voilà. Ah oui, pardon. Et donc le prochain atelier sera sur Tales et Thor le 18 juin. Il n'y aura pas beaucoup de place, donc précipitez-vous de vous inscrire. Voilà. Bonjour. Donc moi je vais vous présenter. Pardon. Donc bonjour, je vais vous présenter l'association Maison du Libre. Alors l'idée c'est d'avoir un lieu sur Brest où le libre puisse s'exprimer, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent partager toutes sortes de choses, que ce soit leurs fruits du travail, leur façon de travailler ou leur savoir-faire, puissent se rassembler pour montrer qu'il y a une vraie dynamique autour du libre sur Brest. On a différentes activités, on accueille des enfants de 8 à 25, 30, 40 ans autour du libre, de l'informatique, Linux, le web, etc. On fait aussi partie d'un projet qui est les Fabriques du Ponant, où l'idée c'est un Fab Lab, c'est-à-dire on retrouve un petit peu cet atelier des années 80, on se mettait à 5 pour bricoler une bagnole, sauf que là c'est autour des machines à commande numérique, et ensemble on essaye de fabriquer des choses. Et de l'open, bien sûr, en open source. Pourquoi dites-vous open source en lieu de libre? C'est de nous nier l'appui. Effectivement, le libre, pardon. Donc ça, on accueille du coup le public à ces pratiques-là le jeudi soir. Le vendredi soir, là, c'est un peu plus pour ceux qui ont envie de travailler spécifiquement sur Linux et être accompagnés autour de Linux. Est-ce qu'il s'agit vraiment du noyau Linux ou du système d'exploitation GNU et Linux? Donc c'est les deux. Donc, il faut dire reconnaître GNU, notre travail. Voilà, tout à fait. Il s'agit du GNU et Linux. C'est ça. Voilà, alors comment se faire couper dans son élan? Donc je vais m'arrêter là, on fait plein d'autres actions. Ce qu'il faut savoir c'est que la Maison du Libre est là pour aider tous ceux qui ont envie de faire du libre sous n'importe quelle forme, et que tous ceux qui ont envie de se retrouver autour d'une thématique, ils sont les bienvenus chez nous. Voilà. Et surtout, merci à Richard d'être venu. Merci. Non ? C'est bon ? Pourquoi? Je le garde.
Je dois faire la conférence de pied pour ne pas m'endormir. J'ai sommeil. J'ai des demandes pour vous. D'abord, veuillez ne pas mettre des photos de moi dans Facebook ni Instagram. Cette entreprise est un monstre de flicage. Mettre la photo de quelqu'un dans Facebook lui offre une manière en plus de le fliquer. Donc, je trouve que c'est un mauvais traitement de ton ami de mettre les photos de ton ami dans Facebook et près de ne pas mettre des photos de moi dans Facebook. Je ne veux pas être fliqué par Facebook. Puis, si tu enregistres cette conférence et tu veux en distribuer des copies, prêt de le faire uniquement dans les formats favorables au logiciel libre, c'est-à-dire les formats OGG ou le format WebM. Pas dans MP quoi que ce soit, parce que ces formats sont brevetés dans beaucoup de pays. Surtout pas dans Flash. Et pas dans Windows Media Player, ni Real Player, ni QuickTime. QuickTime est associé avec iTunes, qui est complètement injuste parce qu'il exige un programme privateur pour décharger quoi que ce soit. Et donc, il faut ne jamais rien distribuer par iTunes. Rien. Jamais. Et prière d'assurer que le site de distribution permet dans son utilisation normale la décharge des copies sans exécuter un programme privateur, ni même du JavaScript privateur. Voici le problème de YouTube. YouTube ne fonctionne pas sans exécuter du JavaScript privateur. Il y a une manière de le faire, mais l'utilisation normale ne fonctionne pas. Et prêt de mettre dans les copies la licence Creative Commons non dérivée, parce que c'est une présentation de mon point de vue. Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce que le logiciel libre respecte la liberté de l'utilisateur. Égalité parce que à travers un programme libre, personne n'a du pouvoir sur personne. Et fraternité parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs du programme. Que signifie la liberté? La liberté est d'avoir le contrôle de ta propre vie, c'est-à-dire des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu utilises une œuvre pour faire l'activité, il faut que tu aies le contrôle de cette œuvre, de cet outil. Donc, un programme qui respecte la liberté est le programme dont les utilisateurs ont le contrôle. Mais, dans le cas d'un programme, il y a 2 possibilités. Où les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs.
C'est toujours l'un ou l'autre. Le premier cas, c'est le logiciel libre, quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, ce qui requiert les 4 libertés essentielles qui définissent le logiciel libre. La liberté 0 est celle d'exécuter le programme comme tu veux, pour n'importe quel but, dans n'importe quel but. La liberté numéro 1 est celle d'étudier le code source de ce programme et de le changer pour que le programme fasse ton activité informatique comme tu veux. Avec ces 2 libertés, chaque utilisateur a le contrôle séparément du programme. Mais ça ne suffit pas, parce que la grande majorité des utilisateurs ne savent pas programmer, ne savent pas exercer la liberté 1. Donc, il faut la liberté, il faut le contrôle collectif. Mais même un programmeur, même pour un programmeur comme moi, peut-être comme toi, le contrôle séparé ne suffit pas. Parce que d'habitude, on utilise des centaines ou des milliers de programmes. C'est trop. C'est trop pour qu'une personne exerce le contrôle personnel de tous les programmes qu'il utilise. Donc, il faut le faire en collaboration avec les autres, c'est-à-dire le contrôle collectif. C'est-à-dire que chaque utilisateur est libre de collaborer avec des autres en exerçant le contrôle de ce programme. Ce qui exige 2 libertés essentielles en plus. La liberté 2 est celle de faire des copies exactes pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est celle de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Avec ces 2 libertés, chacun est libre de participer dans le groupe, dans n'importe quel groupe qu'il veut. Ce n'est pas obligatoire que le groupe existe formellement. Si tu et lui veulent collaborer, tu es libre de le faire et lui, il est aussi libre de le faire, de collaborer avec toi. Je n'achète que des thés qui se dégradent avec le temps. Les autres sont détestables. Et j'ai inventé une nouvelle semaine. Lundi, l'autre dit. Tu dis, je dis. Vendredi, acheter dit. Dis mon chéri. Ça suffit pour l'instant. Mais, donc, pour le contrôle collectif, le groupe peut être de n'importe quelle taille. Un groupe de 2 individus est possible, ou de 1000 entreprises, ou 5000 entreprises et 1 million d'individus et 3 États. N'importe quel groupe peut exercer le contrôle. Et c'est comme ça que les non-programmeurs, les utilisateurs qui ne savent pas exercer directement le contrôle individu, peuvent participer dans le contrôle de que fait ce programme et que ne fait pas ce programme.
Mais la liberté numéro 2 est essentielle au plan moral aussi, parce que ça comprend la liberté de partager des copies, qui est essentielle pour la solidarité sociale. Un programme qui interdit le partage de copies attaque directement chaque utilisateur parce qu'il essaie de le séparer de sa communauté. Toujours injuste. C'est la colonisation numérique qui fonctionne par diviser les gens pour dominer tout, comme n'importe quel système colonial. Il faut éliminer la colonisation numérique. C'est-à-dire, il faut éliminer le logiciel pas libre, c'est-à-dire privateur. Quand les utilisateurs disposent des 4 libertés, le programme est libre. Les utilisateurs ont le contrôle du programme et le programme d'habitude fait ce que les utilisateurs désirent. Mais si une des 4 libertés essentielles manque, les utilisateurs n'ont pas le contrôle, pas complètement, de ce programme. Donc c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc ce programme est un instrument du pouvoir injuste du propriétaire sur les utilisateurs. En vérité, le but de ce programme est de soumettre des utilisateurs à ce pouvoir injuste. Donc, un programme privateur est une injustice et ne devrait pas exister. Un programme privateur est pire que l'absence de programme, parce que c'est un piège. Il attire des victimes à céder leur liberté, peut-être ne comprenant pas ce qu'ils perdent. Et parce que c'est ce que tout le monde fait, n'est-ce pas? Donc ça attire beaucoup de gens à céder la liberté jusqu'au point de créer un courant de gens qui est difficile à résister. Donc ça met en péril la liberté de tout le monde. Et aussi, c'est d'habitude la colonisation numérique, interdisant le partage, la coopération sociale. Donc, pour éviter l'injustice, il faut se passer des programmes privateurs. La distinction entre libre et privateur, je dis privateur parce que ce programme prive de la liberté à celui qui l'utilise. Si tu n'as pas de logiciel privateur, pas libre, tu es libre. Dans l'informatique au moins, parce qu'il y a d'autres champs de la vie. Il y a d'autres formes d'oppression dans la vie, bien sûr. Mais dans l'informatique, tu es libre. Mais dès que tu installes un programme privateur, il te prive de la liberté informatique. Donc, un programme privateur. La distinction entre libre et privateur est une question de la manière de distribution de ce programme et rien d'autre. Ce n'est pas une question technique, il n'a rien à voir avec les fonctionnalités de ce programme, ni de comment elles fonctionnent, ni de comment ils ont écrit le code. Ce sont des questions techniques indépendantes. Libre ou privateur s'agit uniquement de la manière de distribution du programme. L'utilisation dans la société d'un programme libre fait du développement social.
parce que n'importe quel programme incorpore des connaissances. D'être libre, il offre ces connaissances aux utilisateurs qui peuvent étudier le code source et apprendre comment ça fonctionne. Puis, ils peuvent corriger, adapter et étendre ce programme. Ils peuvent aussi utiliser leurs connaissances d'autres manières. Mais l'utilisation d'un programme privateur ne fait pas du développement parce que c'est une forme de dépendance. Dépendance imposée vers une entité. Donc, c'est un problème social et le but doit être d'éliminer l'utilisation de ce programme privateur. Le développement de programmes libres est une contribution à la société. Combien dépend de l'utilité de ce programme. Si le programme est très utile, il contribue beaucoup. S'il est très peu utile, il contribue très peu. Mais au moins, d'être distribué comme du logiciel libre, il offre à la société ce qu'elle a à contribuer. Mais le développement d'un programme privateur ne contribue rien parce que c'est un essai de soumettre des gens. En termes sociaux, le programme privateur est un piège. S'il a des fonctionnalités attractives, elles sont les appâts du piège. Son but est d'attirer des gens à tomber dans le piège en perdant leur liberté. Donc, ce développement est une activité mauvaise qu'il ne faut pas faire. Si tu as le choix de participer dans le développement de programmes privateurs ou de ne rien faire, il faut ne rien faire parce que comme ça, tu ne fais pas de mal. Dans la vie, normalement, tu auras d'autres options, peut-être meilleures que tous les deux. Bon, utilise-le. C'est bon si tu peux faire quelque chose de meilleur. Mais quand il s'agit de comparer ces deux options, il faut au moins ne pas faire mal. Donc, un programme privateur est toujours injuste, mais avec l'injustice d'être privateur, d'habitude vient une autre injustice, complètement différente, du malware. Malware signifie un programme conçu pour maltraiter l'utilisateur. Donc, philosophiquement, c'est complètement différent d'être privateur, parce que d'être libre ou privateur s'agit de la manière de distribution du programme, tandis que d'être malware s'agit du fonctionnement du programme. Les deux sont donc philosophiquement indépendants, mais d'habitude, dans la pratique, ils vont ensemble. Les programmes privateurs sont très souvent malware. Et pas par hasard, il y a une raison systématique pour ça. Le développeur, le propriétaire d'un programme privateur exerce du pouvoir sur les utilisateurs et il est très conscient de son pouvoir. Il mesure, il calcule jusqu'à quel point ils peuvent s'emparer des utilisateurs par ce pouvoir. Et comment est-ce qu'il le fait? En introduisant des fonctionnalités malveillantes.
C'est la coutume actuelle. Quand j'ai lancé le mouvement de logiciels libres il y a 32 ans, plus ou moins, ce n'était pas comme ça. Un programme privateur était injuste parce que les utilisateurs n'avaient pas le contrôle, mais d'habitude, les développeurs étaient honnêtes et essayaient honnêtement d'écrire le programme de manière à servir les désirs des utilisateurs. Non plus. Aujourd'hui, il est devenu normal de développer le programme pour prendre des avantages sur les utilisateurs, pour les avoir. C'est-à-dire d'introduire des fonctionnalités malveillantes. Et qu'est-ce qu'elles font? Il y a des fonctionnalités pour espionner ou fliquer l'utilisateur, des fonctionnalités pour restreindre l'utilisateur, c'est-à-dire les menottes numériques DRM, Digital Restrictions Management. Il y a aussi les portes dérobées et la censure. Il y a des programmes privateurs qui imposent la censure aux utilisateurs. Et ce n'est pas un problème inusuel, c'est le cas usuel maintenant. Presque tous les utilisateurs du logiciel privateur sont les victimes des programmes de malware connus. Et pour le démontrer, une liste d'exemples suffit. Un système privateur qui contient toutes les 4 formes du malware, de la fonctionnalité malveillante, que tu connais peut-être de nom, s'appelle Microsoft Windows. Et je parle des fonctionnalités connues et démontrées, établies. La censure est une fonctionnalité nouvelle dans Windows 8 pour les ordinateurs mobiles. Il s'agit de la censure des applications. L'utilisateur ne peut plus installer les applications de son choix. Il est restreint à choisir entre les applications approuvées par Microsoft depuis la boutique application de Microsoft. Voici la censure commerciale qui devrait être illégale. Mais aussi, les fonctionnalités de flicage devraient être illégales, les fonctionnalités de restreindre l'utilisateur devraient être un crime, et les portes dérobées aussi. Nous connaissons 3 portes dérobées en Windows. Donc, Windows est malware. Mais c'est encore pire parce qu'une des portes dérobées en Windows est universelle. Une porte dérobée universelle offre à quelqu'un le pouvoir d'imposer à distance des changements de logiciel. Microsoft a le pouvoir d'installer à distance, quand il veut, n'importe quel changement dans Windows. Donc, Windows se qualifie de malware universel. N'importe quelle fonctionnalité malveillante qui n'est pas présente dans Windows aujourd'hui pourrait être imposée à distance demain. Vulnérabilité infinie. Mais c'est un principe général qu'un programme privateur n'a pas de sécurité envers son propriétaire. Mais d'autres systèmes d'exploitation sont du malware. Les systèmes d'Apple, par exemple. macOS contient des fonctionnalités d'espionner et des menottes numériques.
Mais le système des iThings, les monstres mobiles d'Apple, est beaucoup pire. Il fait tous les 4 formes de fonctionnalités malveillantes. Apple était le pionnier dans l'imposition de la censure des applications. Et les utilisateurs, quand ils ont utilisé des trucs pour rompre la censure, ils l'appelaient jailbreak, ce qui signifie s'échapper du prison. De la prison? Du prison. Ce qui signifiait que ce produit est une prison. C'est l'invention suprême de Jobs, de découvrir comment concevoir des ordinateurs comme des prisons pour leurs utilisateurs et les rendre si attractifs que des millions voudraient être mis en prison. Donc, il faut ne pas développer des applications pour les iThings. Le développement des apps pour les iThings promeut l'utilisation des iThings. Apple le sait, l'industrie le sait, tu dois le savoir et faire le choix éthique de ne pas le faire. Le choix moral de ne pas le faire. J'ai appris hier que le mot éthique en français ne signifie pas ce que je pensais. Je dois dire moral. En tout cas, Android est aussi malware. Android contient des composants libres, mais aussi des composants privateurs. Un des composants privateurs est Google Play, le programme d'accès aux services de Google, y compris la boutique aux applications de Google. Et ce programme contient une porte dérobée capable d'imposer l'installation ou la désinstallation de n'importe quelle app quand Google désire. Il faut noter que dans un produit Android, souvent les composants libres ont été rendus privateurs. En principe, des versions libres de ces composants sont disponibles. Et dans un produit, la version peut être une version libre, mais dans d'autres produits Android, il tourne une version modifiée dont le code source n'est pas disponible, donc privateur. Flash Player est malware. Il a une fonctionnalité pour fliquer les visiteurs à un site web et des menottes numériques, mais Flash Player est gratuit. Est-ce que ça change quelque chose? Non, parce que Flash Player n'est pas libre. La gratuité de Flash Player signifie qu'Adobe n'exige pas que l'utilisateur paye pour être maltraité. Merci beaucoup, Adobe. Mais pas pour moi. Cet exemple est utile pour démontrer l'importance de la liberté. Quand je dis free software en anglais, je dois expliquer que free signifie libre et pas gratuit. En français, c'est plus clair. Parfois, même en anglais, je dis libre ou free et libre pour mettre l'emphase sur la liberté, pour éclaircir ce mot anglais ambigu. Mais
bon, il y a d'autres exemples. Beaucoup d'apps pour les plateformes mobiles fliquent les utilisateurs et transmettent des données. La quantité je viens de lire que moyennement, les applications dans une classe transmettaient des données à 100 entreprises ou 100 sites. Mais il y avait un qui transmettait des données à 2000 sites, mais le moyen était 100. Peut-être le cas le plus ironiquement insupportable est le swindle d'Amazon. Swindle signifie escroquerie. C'est le nom approprié de ce produit qui est un lecteur de livres numériques. Mais je l'appelle le swindle parce que ce produit fait l'escroquerie des libertés traditionnelles des lecteurs des livres. Par exemple, la liberté d'acheter un livre à l'anonymat, payant en liquide, sans qu'aucune base de données sache quel livre tu lis, mais Amazon n'accepte pas le liquide. Amazon exige que tout utilisateur s'identifie et, encore pire, le logiciel fait du flicage et transmet de temps en temps à Amazon le titre et la page que l'utilisateur lit. Même si tu acquiers le livre ailleurs, Amazon sait que tu le lis. Il y a aussi mais en vérité, il transmet beaucoup d'autres choses. Si tu soulignes quelques textes, Amazon le sait. Si tu écris des notes sur le livre, transmises à Amazon. Il y a aussi la liberté de donner le livre à un ami après le lire ou de le prêter à plusieurs personnes quand tu veux ou de le vendre à une boutique de livres d'occasion, bloqué par les menottes numériques du logiciel du swindle et interdit par les contrats injustes. Mais, encore pire, il y a une porte dérobée pour supprimer les livres. Nous savons de cette porte dérobée par l'observation. En 2009, Amazon, un jour, a supprimé des milliers d'exemplaires d'un livre dans un acte orwellien. Quelqu'un est venu à une conférence que j'ai faite et m'a dit qu'il a vu disparaître ce livre quand il était en train de le lire. Et c'était quel livre? C'était 1984 de George Orwell. Amazon a répondu en promettant de ne jamais le faire, sauf sous ordre de l'État. Mais si tu as lu 1984, cette promesse n'est pas très réconfortante. Mais peu importe, parce que Amazon ne tient pas la promesse. C'était une fausse promesse faite pour faire taire les critiques. Et rien de plus.
Mais c'est encore pire parce que le logiciel du swindle contient une porte dérobée universelle. Amazon a imposé des changements de logiciel et pourrait le faire à n'importe quel moment. Le nom officiel de ce produit, que normalement je n'utilise pas, est Kindle. Kindle signifie incendier. Peut-être pour nous suggérer que le vrai but de ce produit est d'incendier virtuellement à distance les livres que, selon Amazon, n'appartiennent pas au lecteur. Et le dernier exemple est celui de presque tous les téléphones mobiles, parce que chaque téléphone mobile est un ordinateur qui exécute des programmes. Souvent, l'utilisateur ne peut pas les changer, mais quelques entreprises, oui. Et ce logiciel privateur contient des fonctionnalités malveillantes. Il transmet sur commande la géolocalisation GPS et l'utilisateur ne peut pas le bloquer, pas complètement. Et il contient une porte dérobée universelle par laquelle ils ont converti des téléphones en dispositifs d'écoute, qui écoutent tout le temps et transmettent toute la conversation qu'ils écoutent. Et pas besoin de parler direct au micro, il peut t'écouter depuis l'autre bout de la salle. Et si tu penses récupérer la vie privée en éteignant le téléphone, il fait semblant de s'éteindre pendant qu'il continue de fonctionner, écouter et transmettre. La seule manière de le faire arrêter est d'enlever toutes les piles. Toutes les piles. Parce que dans quelques modèles, il y a une autre petite pile pas très évidente et impossible à enlever. Il y a des modèles où aucune pile ne peut être enlevée. Je me demande pourquoi. Évidemment, le téléphone mobile est le rêve de Staline. Et quand j'ai reconnu ce fait, j'ai conclu que mon devoir de citoyen est de ne pas porter de téléphone portable. C'est le devoir de chaque citoyen de mettre le doigt dans l'œil du Big Brother. Et je fais mon devoir. Je vois que le téléphone portable est très commode. Je ne suis pas un des fous qui disent « Oh, je déteste mon téléphone portable, mais je préfère de le garder. » S'il le détestait vraiment, il cesserait de le porter. Moi, ce que je déteste est la perte de liberté qu'il implique. Mais ces exemples suffisent pour démontrer que presque tous les utilisateurs du logiciel privateur sont déjà les victimes du malware établi. Parce que presque tous les utilisateurs du privateur utilisent au moins un de ces exemples. Mais il reste des milliers d'autres programmes privateurs que je n'ai pas mentionnés et quelques-uns sont connus comme malware, peut-être je ne le connais pas, et dans d'autres cas, nous ne savons pas. Il y a deux possibilités pour un programme privateur où nous connaissons des fonctionnalités malveillantes ou pas. Dans le premier cas, nous savons que ce programme est du malware. Dans l'autre cas, nous ne savons pas. Peut-être c'est du malware, peut-être pas. Il est impossible d'établir
qu'un programme privateur ne soit pas du malware. Ils ne nous permettent pas d'examiner le programme pour l'établir. Il est impossible d'avoir une base rationnelle pour te confier d'un programme privateur. La seule manière est par la foi aveugle. Pour une base rationnelle, il faut le logiciel libre. Pourquoi est-ce si fréquent, le malware chez le privateur? C'est parce que le propriétaire ressent la tentation d'imposer des fonctionnalités malveillantes parce qu'il reconnaît son pouvoir. C'est le pouvoir qui corrompt le propriétaire. Mais nous, les développeurs du logiciel libre, savons que nous n'avons pas de pouvoir sur les utilisateurs. Ce sont les utilisateurs qui ont finalement le contrôle de ce programme. Ils ne sont pas obligés d'accepter ce que nous faisons s'ils ne l'aiment pas. Sachant que nous n'avons pas de pouvoir sur eux, nous évitons la tentation. Donc, le même jeune développeur, s'il va dans le logiciel privateur, il sera tenté par le désir de gagner plus et pressionné par ses collègues à participer dans le développement des fonctionnalités malveillantes, dans la tolération de cette pratique, et enfin, il finira par se convaincre que c'est légitime. Mais si la même personne va dans le logiciel libre avec des collègues qui rejettent les fonctionnalités malveillantes, qui le trouvent injuste et malhonnête, il a la possibilité de s'établir avec sa conscience dans le refus des fonctionnalités malveillantes. Quelques-uns ont une tendance très forte vers le bon ou le mal, mais beaucoup peuvent être changés par l'influence de son environnement. Donc il y a l'environnement corrupteur du logiciel privateur et l'environnement honnête du logiciel libre. C'est un choix qui peut avoir des effets à toute la vie. Il est clair aussi que le logiciel libre est la base de toute sécurité informatique. Uniquement un programme libre peut avoir la sécurité. Parce qu'un programme privateur rend complètement vulnérable l'utilisateur au propriétaire. Si le propriétaire veut l'attaquer, il peut le faire. Si le propriétaire est dans les mains d'un autre État, qu'est-ce qu'il fera? Nous savons par la presse que Microsoft montre les erreurs dans Windows à l'NSA avant de les corriger. Donc, que signifie l'utilisation de Windows dans un autre État? C'est idiot. Mais en vérité, le logiciel privateur fait l'informatique aux pigeons. La sécurité informatique est un champ très difficile. Toujours, il découvre des vulnérabilités inattendues. Je ne dis pas que ce soit facile chez le logiciel libre, mais au moins, il y a la possibilité d'essayer. Chez le privateur, on ne peut pas même essayer.
moi ou toi, nous ne pouvons pas vérifier le code source des programmes que nous utilisons. C'est trop pour une personne, même pour un très bon programmeur, pour un très bon programmeur. L'État français pourrait le faire. S'il veut établir de la sécurité informatique, la seule possibilité est en commençant par le logiciel libre. J'ai lancé le mouvement logiciel libre en 1983. Je voulais rendre possible l'utilisation d'un ordinateur en liberté, ce qui était impossible à l'époque parce que l'ordinateur ne fait rien sans système d'exploitation et tous les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs modernes étaient déjà privateurs. Donc, en achetant un ordinateur nouveau, pour le rendre utile, il fallait avoir installé un système d'exploitation privateur et comme ça, tu perdais la liberté. Mais je voyais la manière de corriger ce problème. En tant que développeur des systèmes d'exploitation, il suffirait de développer un nouveau système, puis, en tant que son auteur, je pourrais légalement le libérer. Puis, tout le monde pourrait utiliser leurs ordinateurs en liberté avec mon système. Donc, j'avais trouvé le chemin pour corriger une injustice par un travail technique de mon propre champ. J'étais conscient de l'injustice du logiciel privateur que la majorité ne reconnaissait pas comme injustice. J'avais la capacité d'essayer de sauver des gens de cette injustice et il paraissait que personne ne le ferait si pas moi. Donc j'avais été élu par les circonstances pour faire ce travail. C'était mon devoir. Donc j'ai annoncé le projet de développer un système d'exploitation qui serait complètement du logiciel libre, sans une seule ligne de code privateur. Il faut que ce soit absolument complètement du logiciel libre, parce que dans une collection de composants logiciels, si un composant est privateur, il prive aux utilisateurs de leur liberté. Donc la collection en sa totalité prive de la liberté. Pour que la collection respecte la liberté, tous les composants doivent le faire. Et donc, le but était d'avoir un système d'exploitation sans composants pas libres. Puis, j'ai décidé de recruter des autres participer pour l'achever plus vite. Puis, j'ai décidé de faire un système de type Unix pour des raisons pratiques. Unix était un système d'exploitation privateur, c'est-à-dire injuste, mais avec des avances techniques et beaucoup de succès. Donc, en faisant un système compatible avec Unix, je pourrais avoir les mêmes avances techniques et faciliter la migration des utilisateurs d'Unix. Puis, je lui ai donné comme nom un jeu de mots. Le système s'appelle GNU, qui s'écrit GNU, et c'est un acronyme récursif qui signifie GNU's not Unix, ou en français GNU n'est pas Unix. C'était la coutume pour reconnaître le travail d'un autre en faisant quelque chose de semblable.
Mais l'acronyme récursif n'est qu'une signification. Pour être un jeu de mots, il faut deux, au moins deux. Pourquoi GNU et pas ANU, FNU, SNU ou UNU? Parce que ce ne sont pas des mots. Mais GNU est un mot, c'est le nom de cet animal qui habite en Afrique. Donc voici deux significations, c'est un jeu de mots. Mais c'est même mieux que ça parce que ce mot est le mot le plus chargé d'humour de la langue anglaise parce qu'il s'utilise pour beaucoup de jeux de mots, parce que selon le dictionnaire, il se prononce comme new, ce qui veut dire nouveau. Donc, ce mot s'utilise souvent dans les jeux de mots et nous avons appris à chaque fois que tu veux écrire le mot new, tu peux l'écrire GNU, c'est un jeu de mots, peut-être pas très bon, mais il y en a beaucoup. Donc nous avons appris à associer ce mot avec les rires. C'est donc le nom parfait pour un projet de programmation. Mais quand c'est le nom de notre système d'exploitation, il faut ne pas suivre le dictionnaire. Si tu dis « the new system », tu te trompes déjà parce que notre système n'est plus nouveau. Nous avons travaillé 32 ans dans son développement et nous l'avons utilisé depuis 23 ans. Donc, il n'est plus nouveau. Donc, il faut dire « I'm using the GNU system » pour éviter la confusion. En tout cas, il y a une autre erreur de prononciation étonnamment fréquente qui sonne comme Linux. Beaucoup, quand ils parlent du système GNU, disent Linux, erronément. Mais cette erreur est grave parce qu'elle attribue notre travail à un autre, à l'auteur du noyau Linux. Prière de ne pas le faire. Prière de reconnaître notre travail en nous donnant la reconnaissance égale. Si tu dis GNU et Linux, ça reconnaît notre travail. Prière d'éviter l'erreur de dire Linux tout seul quand il s'agit du système entier, qui est plutôt GNU avec Linux. Mais c'est vrai, Torvalds a commencé le développement de Linux, le noyau, en 91. À ce moment, nous avons presque tout le système GNU. Ce qui manquait était le noyau. Donc, à 92, quand Torvalds a libéré le noyau Linux, parce qu'avant, il était privateur. En 91, Linux était privateur, mais en février 92, Torvalds a libéré le code. Donc, Linux pouvait remplir le dernier vide dans le système GNU, faisant un système complet qui était plutôt GNU, mais aussi avec Linux. Linux est un composant du système que nous utilisons, mais le système est plutôt GNU. Il y a quelques années, j'ai vu des quantités de lignes de code GNU étaient 10 fois plus grand que Linux. Bien sûr, il y a actuellement beaucoup de composants ajoutés par des autres dans une distribution puissante GNU et Linux. Mais il reste le cas que GNU est un système d'exploitation et Linux est un noyau. Donc,
Quand tu dis GNU et Linux, tu reconnais notre travail et le travail de M. Torvalds. Prière de le faire. Nous avons besoin d'être reconnus pour le travail que nous avons fait, parce qu'il reste du travail à faire. Nous devons lutter très fort pour la liberté informatique. Torvalds ne veut pas le faire. Il ne lutte pas. Je voudrais bien qu'il le fasse, mais il ne veut pas. Qui lutte pour la liberté informatique? C'est nous. Et si tu reconnais notre travail, tu aides notre lutte. Si tu attribues notre travail à quelqu'un qui ne lutte pas, ça n'aide pas la lutte. Et nous pouvons facilement perdre, surtout avec des lois injustes comme la loi de flicage total que l'État français est en train de considérer. Est-ce possible d'apporter plus d'eau bouillante? Parce que je veux toujours du thé. Dans n'importe quel champ de la vie, la liberté est souvent menacée. Pour garder les droits humains, il faut les défendre. Il faut lutter. Mais pourquoi lutter? Pour lutter, il faut valoriser la liberté. Et pour valoriser la liberté, il faut comprendre le concept. Dans les autres champs de la vie, le débat sur les droits humains a duré des décennies ou des siècles et nous sommes arrivés à des conclusions sur lesquels sont les droits humains que chacun mérite. Et il y a des mouvements de défense des droits humains et parfois nous gagnons. Mais dans l'informatique, le champ est trop nouveau. Ça fait peut-être 20 ans que la majorité des utilisateurs utilisent des ordinateurs et font de l'informatique. Ce n'est pas très longtemps pour un débat sur la question de quels sont les droits humains que l'utilisateur mérite dans l'utilisation d'un programme. Mais en vérité, ce débat n'a jamais commencé. Parce que presque tous les utilisateurs ont commencé avec du logiciel privateur dans une ambiance d'autres utilisateurs du privateur sans connaître autre possibilité, sans jamais écouter la question est-ce que c'est juste qu'un programme soit privateur comme ça? Et donc, ils ont accepté sans le douter que le logiciel privateur soit légitime. C'est-à-dire, ils ont laissé les propriétaires du privateur dicter la réponse à cette question. Quels sont les droits humains que l'utilisateur mérite dans l'utilisation d'un programme? Aucune. Les propriétaires ont dicté qu'ils ont le pouvoir d'imposer n'importe quelle condition. Que l'utilisateur n'a aucun droit que le propriétaire ne peut pas lui enlever. Et les utilisateurs l'ont accepté. Sauf nous, dans le mouvement logiciel libre, nous pensons que nous avons identifié 4 droits humains que chacun mérite dans l'utilisation d'un programme.
Ce sont les 4 libertés essentielles qui définissent le logiciel libre. Liberté 0, d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. Liberté 1, d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton activité informatique comme tu veux. Liberté 2, de faire des copies exactes pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et liberté 3, de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Ces libertés doivent être des libertés inaliénables, c'est-à-dire que chacun ne doit pouvoir les perdre sauf comme punition pour avoir agi mal. Donc, tout logiciel doit être libre. Mais quand nous essayons de lancer ce débat pour le grand public, nous sommes bloqués par 2 grands obstacles. L'un, c'est que les utilisateurs du système GNU ne savent pas qu'ils utilisent le système GNU. Ils pensent que ce soit Linux. Ils pensent que le système ait été développé par M. Torvalds, commençant à l'année 91, et que tout vient de sa vision de la vie, et ils l'admirent énormément pour notre travail, et ils suivent les idées de M. Torvalds sans considérer les nôtres. Malheureusement, les idées de M. Torvalds n'appuient pas l'idée de ce que tu mérites la liberté dans ton informatique. Il ne croit pas que tu mérites le contrôle de ton logiciel. Il ne croit pas qu'il mérite le contrôle de son logiciel. Il dit qu'il est content d'utiliser des programmes privateurs. Il développait des programmes privateurs, pas récemment, mais maintenant il est payé de développer du logiciel libre, c'est bon, mais avant il travaillait après avoir commencé Linux. Il était très connu qu'il travaillait, il était employé pour développer du privateur. Parce que pour lui, ce n'est pas une question morale. Il a le droit de diffuser ses opinions, mais ce n'est pas correct qu'il utilise notre grand travail que nous avons fait pour la liberté comme sa plateforme pour diffuser son opposition à nos idées de liberté. Mais c'est ce qu'il fait quand vous lui attribuez notre travail. Prière donc d'arrêter de le faire. C'est dangereux pour votre liberté. Mais il y a l'autre obstacle. Beaucoup ne disent pas logiciel libre. Même malheureusement en français, ils disent open source. Ils ont peur de citer l'idée de liberté, je suppose. C'est trop controversé d'être pour les droits humains. C'est plus inoffensif de dire open source qui évite l'idée de liberté. Voici la différence. Voici pourquoi ils ont inventé l'expression open source. Quelques-uns dans la communauté du logiciel libre, à 98, cherchaient la manière de parler des programmes libres sans dire free software. Ils ont inventé l'expression open source qui ne s'utilisait pas avant. Donc, en disant open source, il avait l'opportunité de ne jamais
proposer des idées libertaires, des idées morales. Ils avaient l'opportunité de construire un autre discours sur le sujet, un discours basé uniquement sur des valeurs pratiques, comme s'il n'était qu'une question de la commodité. Nous disons, tout programme doit être libre pour respecter la liberté des utilisateurs. Eux, ils disent, le développement open source est une méthode que tu peux utiliser ou pas. Nous disons, si tu développes un programme pour le diffuser, tu es obligé moralement de respecter la liberté des utilisateurs de ce programme. Eux, ils disent, si tu développes un programme pour diffuser, nous recommandons que tu considères notre méthode. Parce que si tu permets que les utilisateurs changent et redistribuent ce programme, ils pourront corriger des erreurs et améliorer la qualité du code. Pour nous, les valeurs sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour eux, rentabilité, efficacité, fiabilité. Donc, ta politique est ton choix. Tu peux appuyer le logiciel libre, tu peux appuyer l'open source, mais c'est un choix profond, un choix avec des conséquences. Si tu valorises la liberté dans l'informatique, montre-le aux gens, au public, en disant logiciel libre. Il y a beaucoup de projets qui sollicitent mon appui. Trop, je ne pourrais pas. Donc, je choisis ceux qui appuient la liberté visiblement. Si un projet dit open source, peut-être je leur dis ce que vous faites est bon, mais pourquoi donner mon temps, mon effort à un projet qui soutient le drapeau de commodité quand il y a un autre projet qui fait aussi quelque chose d'utile, qui en même temps soutient l'idée de liberté? Je choisis le deuxième. Tu peux aussi. Pourquoi laisser détourner des autres tes efforts vers ne pas mentionner la liberté? Mais cette faiblesse politique a beaucoup d'effets. Ce n'est pas une possibilité imaginaire, non, c'est réel. On le voit partout dans notre communauté. Pour installer le système GNU et Linux, on utilise une distribution, c'est-à-dire une version du système développée pour faciliter l'installation. C'est commode, c'est utile. Mais il y a plus de 1000 distributions et presque toutes contiennent des programmes privateurs parce qu'elles sont développées par des gens qui appuient l'idée d'open source, pas le logiciel libre. Ils ne rejettent pas un programme privateur s'il paraît commode. Donc, ils ont choisi de mettre dans leur distribution des programmes privateurs. Nous ne pouvons pas endosser une distribution pas libre, parce que ce serait de diriger le public vers la perte de liberté. Donc, nous avons une liste des distributions complètement libres. Comme j'ai dit, pour qu'une distribution ait une collection de composants,
pour que la collection en sa totalité respecte la liberté de l'utilisateur, chaque composant doit le faire. Donc il faut rejeter les distributions pas complètement de logiciels libres. Malheureusement, les distributions très connues ne sont pas libres. Mais les distributions libres sont Ututo, Triskel, GNU-Sense, Parabola, c'est-à-dire pas les distributions très connues. Peut-être la pire est Ubuntu. Ubuntu contient des programmes privateurs, les installe et offre d'autres, et même pire, flique les utilisateurs. Regarde gnu.org/philosophy/ubuntu spyware.html. Mais dans gnu.org/distros, tu peux voir la liste des distributions libres que nous endossons et quels sont les problèmes dans les autres distributions connues. Mais la racine de ce problème est la présence dans la communauté de beaucoup qui appuient les idées d'open source, qui n'a pas le principe de rejeter un programme privateur comme injustice. Et ils suivent leurs idées dans leurs actions. Et pourquoi est-ce que c'est grave? Pas seulement parce que beaucoup, en cherchant l'installation du système GNU et Linux, choisissent une distribution pas complètement libre et n'arrivent pas complètement à la liberté, mais encore pire, les distributions très connues et toute l'écriture autour de ces distributions promeuvent les idées open source. Les développeurs d'Ubuntu pourraient dire « Tu mérites la liberté dans ton informatique, mais tu ne l'auras pas avec nous. » Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent plutôt « Nous essayons de t'offrir la meilleure qualité d'expérience d'utilisateur. » Donc, ils enseignent les valeurs de valoriser la commodité et pas la liberté. Ils ont beaucoup d'influence. Dans mes conférences, j'essaie de contrarier leur influence. Mais je ne peux pas faire tout seul. Tu dois le faire. Mais nous pouvons voir aussi les effets dans d'autres cas. Par exemple, le développement d'un programme qui est libre. Dans le développement de ce programme, il est normal que des développeurs du camp du logiciel libre collaborent avec d'autres du camp d'open source. Et tant qu'il ne s'agit que de l'amélioration de ce programme, la politique de chaque développeur n'importe guère. Parce que tant que tous soient d'accord à améliorer ce programme, la motivation de chacun ne change rien. Donc, normalement, nous ne demandons pas à quelqu'un qui veut participer, est-ce que tu es d'accord avec soutenir la liberté des utilisateurs? Non, nous disons merci. Mais, parfois, il s'agit de quelque chose qui va plus loin que l'amélioration du programme même. Par exemple, si ce programme est P et s'il se voit que l'utilisation de P avec le programme privateur Q est très commode, les développeurs de P seront tentés de promouvoir l'utilisation de Q
en pensant que s'ils utilisent Q, ils voudront utiliser notre programme P. C'est logique, mais pas moral. Parce que ce serait de promouvoir un programme privateur, de diriger le public à perdre la liberté. Il ne faut pas le faire, mais c'est-à-dire pour ceux qui valorisent la liberté, il faut ne pas le faire. Mais pour les gens d'open source, pas de problème, ils le feront. Et à ce moment, il y aura une dispute dans l'équipe de développement du programme P, de promouvoir Q ou pas. Et nous l'avons vu. Par exemple, Firefox est un programme dont le code source est libre en principe, mais il faut enlever le nom et le logo. Mais il est développé par des gens du camp open source qui ne luttent pas pour la liberté. Et ce programme vient avec une liste d'extensions. Et ils acceptent des extensions privatrices dans la liste. Quand nous l'avons su, j'ai cherché la manière de développer une liste de remplacement, une autre liste d'extensions, uniquement des extensions libres, pour distribuer Firefox avec notre liste. Mais notre version s'appelle IceCat. Actuellement, IceCat a aussi des changements pour protéger mieux la vie privée de l'utilisateur. Mais la même chose a eu lieu chez OpenOffice. OpenOffice était toujours un programme libre, mais évidemment développé par des gens du camp open source. Et ils mettaient des extensions privateurs dans la liste d'extensions. Heureusement, un autre groupe a repris le développement d'OpenOffice dans une fourche qui s'appelle LibreOffice, pour dire qu'ils sont du camp de logiciels libres. Et dans leur liste d'extensions, ils n'admettent pas les extensions privatrices. Il y a aussi la question du firmware. La version de Linux que M. Torvalds publie actuellement contient des morceaux privateurs. Ils s'appellent des blobs, binary blobs. Ils sont des programmes dont le code source n'est pas disponible, donc privateurs. Nous ne pouvons pas distribuer les blobs. Donc nous devons développer une autre version modifiée de Linux. Ce n'est pas une fourche. Nous ne faisons pas un autre chemin de développement. Plutôt, c'est que chaque fois que M. Torvalds publie une nouvelle version, nous exécutons un script pour supprimer les blobs pour produire la nouvelle version de Linux libre. Et comme ça, nous pouvons distribuer un noyau libre. Mais il y a des dispositifs, des périphériques qui ne fonctionnent pas avec Linux libre parce qu'il n'y a pas de logiciel libre pour les gérer. Et pour nous, la liberté est suprêmement importante. Nous ne cédons pas la liberté pour faire fonctionner un périphérique. Nous remplaçons le périphérique par d'autres, ou nous utilisons l'ordinateur sans ce périphérique. Mais la liberté vaut un sacrifice. Et parfois, il y a besoin. Heureusement, dans notre champ, ce sont normalement des petits sacrifices, comme
le modem dans cet ordinateur ne fonctionne pas, il faut acheter un modem externe. Pas comme dans d'autres champs de la vie, où les sacrifices pour la liberté peuvent être beaucoup plus grands. Pour nous, ce sont des petits sacrifices. Mais les valeurs de quelqu'un ont des effets dans les actes. Ceux qui ne valorisent pas la liberté agiront pour échanger leur liberté et notre liberté pour la commodité. Pour arriver à une société libre, il faut, étant vu que le chemin dure longtemps, le voyage, la lutte dure longtemps, il faut surtout ne pas oublier le but. Si l'on oublie le but, il n'arrive jamais, sauf par hasard. Donc, il n'y a rien de plus important que de diffuser les idées des droits humains dans l'informatique. La compréhension de pourquoi le logiciel privateur est injuste est la base de tout. Nous avons besoin d'autres pour diffuser ces idées. Si tu veux aider le mouvement beaucoup, tu peux apprendre à faire des conférences comme nous. Tous l'ont vu, je suppose. Pas vraiment besoin de continuer de leur montrer. Et si tu veux faire une contribution très importante technique, fais l'ingénierie inverse. Nous avons besoin de l'ingénierie inverse pour découvrir comment gérer des périphériques et des coprocesseurs, puis quelqu'un d'autre pourra écrire un programme libre pour le faire. Mais le travail essentiel est l'ingénierie inverse. C'est aussi un champ professionnel lucratif. Toute université qui enseigne les cours techniques doivent enseigner l'ingénierie inverse. Cette université doit chercher un professeur de l'ingénierie inverse. Peut-être au commencement, il doit inviter des étudiants à découvrir comment le faire et comment l'étudier, comment l'enseigner la prochaine année. Il faut noter que aujourd'hui, beaucoup de pages web contiennent des programmes écrits normalement en JavaScript comme langage de programmation, mais c'est un détail pour les identifier. Le point, c'est que le programme dans une page web, comme n'importe quel programme, peut être libre ou privateur. La majorité est privateur et privatrice. Donc, pour ne pas exécuter des programmes privateurs, dont beaucoup sont malveillants, il faut rejeter le logiciel privateur dans les pages web. Nous avons développé une extension pour Firefox qui analyse le code JavaScript pour détecter les programmes privateurs. Mais il s'appelle LibreJS. Il analyse si le programme est ou trivial ou
libre. Et dans ces deux cas, il permet l'exécution du programme. Mais si un programme n'est ni trivial ni libre, LibreJS le bloque et t'avertit dans l'écran et fait une chose de plus, il cherche dans les pages du site comment et où envoyer une plainte à la gestion du site pour faciliter l'envoi des plaintes. Chercher comment et où est l'aspect difficile, mais le programme le fait pour toi. Tu peux donc envoyer la plainte dans 1 minute. Si tu envoies 10 plaintes à 10 sites par jour, c'est un appui. Il est très important donc dans le développement des sites web de les faire fonctionner sans exécuter du code JavaScript. C'est toujours possible, ce n'est pas difficile. Ils désirent de rendre plus beaux les sites. C'est pour ça qu'ils utilisent le JavaScript. Il n'est jamais difficile de le faire dans le serveur. Il faut un peu d'effort. Ils doivent faire cet effort. Il faut refuser l'utilisation des programmes privateurs en JavaScript comme les autres programmes privateurs. Maintenant, il y a une autre manière de perdre le contrôle de ton activité informatique. C'est de confier l'activité au serveur d'un autre. Nous l'appelons, ça s'appelle plus ou moins le logiciel comme service ou le service comme substitut d'un logiciel est plus correct. Parce que ça explique le problème. Le problème, c'est que en lieu de faire ton activité informatique avec ta copie d'un programme libre, tu la confies au serveur d'un autre. Et comme ça, c'est le propriétaire du serveur qui a le contrôle de comment faire ton activité informatique. C'est le même mauvais résultat comme d'utiliser un programme privateur. La même injustice, mais à la fin de 2 chemins. Les 2 chemins produisent la même injustice. Un chemin est d'accepter un programme privateur dans ton ordinateur. Et comme ça, ton activité est faite dans ton ordinateur, mais tu perds le contrôle. Tu en perds le contrôle parce que tu ne peux pas comprendre ni changer ce programme. Mais l'autre chemin à perdre le contrôle de cette activité est de la confier au serveur d'un autre, de manière que l'activité est faite par les copies du propriétaire du serveur. Lui, il choisit les programmes à utiliser et les copies sont à lui. Donc, même si les programmes, ou si quelques-uns des programmes sont libres, les copies qui font ton informatique ne sont pas à toi, mais plutôt à lui. Donc, c'est lui qui peut les changer, pas toi. Et comme ça, c'est lui qui a le contrôle de ton informatique et pas toi. Donc, l'utilisation d'un service comme substitut d'un logiciel est équivalent à utiliser un programme privateur. Mais c'est encore pire. Comme j'ai dit, beaucoup de programmes privateurs fliquent leurs utilisateurs. Ils transmettent des données privées à un serveur ou à 100 ou 2000 serveurs, mais avec le service comme substitut d'un logiciel, pour l'utiliser, l'utilisateur est obligé d'envoyer toutes les données pertinentes au commencement au serveur. C'est le même résultat. Mais c'est encore pire. Comme j'ai dit,
il y a des programmes privateurs qui contiennent des portes dérobées universelles par lesquelles quelqu'un a le pouvoir d'imposer des changements de logiciel et changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander l'autorisation de le changer. Mais avec le service comme substitut de logiciel, le propriétaire du serveur peut toujours installer d'autres logiciels dans le serveur et il doit pouvoir le faire. C'est son ordinateur, il doit pouvoir installer d'autres logiciels dedans. Le problème est quand cet ordinateur est utilisé pour faire de l'informatique des autres, c'est-à-dire comme service, comme substitut de logiciel. Parce que l'installation, dans ce cas, l'installation de notre programme est de changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander l'autorisation de le changer. Donc, le service comme substitut de logiciel est l'équivalent d'utiliser un programme privateur qui flique l'utilisateur et contient une porte dérobée universelle. Il faut ne pas le faire. Cette question se pose pour faire les activités informatiques personnelles ou propres de l'utilisateur. Il y a aussi des activités informatiques collectives de communication entre les gens. Aucun utilisateur ne peut avoir tout le contrôle d'une activité dans laquelle des autres participent. Donc, cette question ne se pose pas pour les activités de communication. Par exemple, si tu veux m'envoyer un message ou recevoir ma réponse, ce n'est pas ta propre informatique ni ma propre informatique. C'est une activité collective. Ni toi ni moi ne peut avoir tout le contrôle de cette activité, ni mérite de l'avoir. Donc l'utilisation d'un serveur pour cette communication ne pose pas le même problème. Aussi, un moteur de recherche du web, ce que tu fais avec le moteur de recherche est de te communiquer avec tous les sites web du monde. Tu peux le faire directement ou indirectement par le serveur, mais dans aucun cas, tu ne le fais pas seul. Donc, ce n'est pas de ton informatique propre à toi. C'est une activité de communication avec les autres. Donc, le moteur de recherche n'est pas le service comme substitut du logiciel. Mais voici un exemple. La traduction entre langues d'un texte est une activité que tu pourrais faire dans ton ordinateur sans communication avec personne si tu avais le logiciel ADK. Ça démontre que c'est ta propre informatique et que personne d'autre n'a le droit de savoir quel texte tu veux traduire. Donc, les services de traduction font des services de substitut de logiciel. Et je refuse de les utiliser par conséquent. Le logiciel libre et plus généralement la liberté et l'éducation. Toutes les activités éducatives doivent enseigner uniquement du logiciel libre. Ça veut dire tous les niveaux des écoles, depuis l'école maternelle à l'université et l'éducation des adultes,
doivent enseigner uniquement du logiciel libre et pas pour faire des économies. C'est un bienfait secondaire possible parfois. C'est désirable d'améliorer un peu l'éducation par réduire ses coûts, par la rendre un peu plus efficace. Mais ici, il s'agit de quelque chose de plus grand, de faire la bonne éducation et pas la mauvaise éducation. L'enseignement d'un programme privateur est la mauvaise éducation parce que c'est de s'aimer la dépendance dans la société, la dépendance envers quelqu'un, une entité spécifique, une entreprise propriétaire de logiciels privateurs. C'est la mauvaise éducation parce que ça va contre la mission sociale de l'école, de l'éducation, qui est d'éduquer des citoyens pour une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Dans l'informatique, ça veut dire d'enseigner uniquement des programmes libres et graduer des gens accoutumés à l'utilisation du logiciel libre. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de développeurs du privateur offrent des copies gratuites ou pas chères de leurs programmes privateurs aux écoles? Parce qu'ils veulent utiliser les écoles pour imposer la dépendance à la société. C'est comme les entreprises du tabac qui avaient l'habitude de donner des cigarettes gratuites aux enfants pour les rendre addicts. Les écoles doivent refuser de participer dans ce plan. Mais il y a une raison plus profonde pour l'éducation des bons programmeurs. Quelques-uns ont un don de programmation. À l'âge de 10 à 13 ans, d'habitude, ils se trouvent fascinés par l'informatique et ils désirent très fort de comprendre comment fonctionnent les programmes qu'ils utilisent. Mais quand l'enfant demande au professeur « Comment est-ce qu'il fait ça ?» Si le programme est privateur, il doit lui répondre « Nous ne pouvons pas le savoir, c'est un secret. » C'est-à-dire que l'éducation est bloquée par l'injustice. N'importe quel programme incorpore des connaissances. S'il est privateur, il nie les connaissances aux étudiants. Le programme privateur est donc l'ennemi de l'esprit de l'éducation et ne doit jamais être toléré dans une école, sauf pour l'ingénierie inverse. Mais si le programme est libre, le professeur peut leur expliquer tant qu'il sache, puis donner à chacun sa copie du code source de ce programme en lui disant « Lis-le et tu peux en comprendre tout ». Et ces jeunes, étant fascinés par l'informatique, le liront parce qu'ils ont envie de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et le professeur peut leur dire « Si tu trouves quelques points dans le code source que tu ne comprends pas seul, montre-le-moi et nous pouvons le comprendre ensemble. » Et comme ça, notre jeune programmeur doué a l'opportunité d'apprendre une leçon très importante pour devenir bon programmeur. Ce point dans le code a été mal écrit. Il faut ne pas l'écrire comme ça. Parce que pour avancer de
programmeur né en bon programmeur, il doit apprendre ce qui est clair et ce qui n'est pas clair dans le code. Ça s'apprend par l'expérience. Quand on lit du code, s'il est facile à comprendre, on sait que c'est du bon code. S'il est difficile à comprendre, on sait que c'est du mauvais code. Comment est-ce qu'on apprend à écrire bien le code? Par lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code. C'est comme apprendre à écrire bien le français. Donc, seulement le logiciel libre offre l'opportunité de lire le code des grands programmes qui s'utilisent. Puis, il faut écrire beaucoup de code. Il faut écrire du code pour des grands programmes si tu veux apprendre à développer des grands programmes. Mais il faut commencer par les petits pas. Que signifient les petits pas dans le développement des grands programmes? Écrire des petits programmes n'est pas même un commencement, parce que les défis des grands programmes n'apparaissent pas dans les petits programmes. Le commencement par le petit veut dire écrire des petits changements dans des grands programmes existants. Uniquement le logiciel libre offre cette opportunité. N'importe quelle école peut offrir à ses élèves l'opportunité de maîtriser l'art de la programmation si elle est une école du logiciel libre. Mais il y a une autre raison plus profonde pour l'éducation morale dans la citoyenneté. L'école doit enseigner l'esprit de bonne volonté, l'habitude d'aider les autres. Donc, chaque classe doit avoir la règle suivante. Les élèves, si tu apportes un programme à cette classe-ci, tu ne dois pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec le reste de la classe, y compris son code source, pour le cas où quelqu'un veut apprendre, parce que cette classe est un lieu où nous partageons les connaissances. Donc, il n'est pas permis d'apporter un programme privateur, sauf pour faire l'ingénierie inverse. L'école, pour donner le bon exemple, doit suivre sa propre règle, doit apporter uniquement des programmes libres à la classe, sauf les exercices de l'ingénierie inverse, et partager des copies, y compris du code source, avec tous dans la classe. Si tu as une relation avec des écoles, si tu es étudiant ou élève ou professeur ou employé ou administrateur ou parent d'élèves ou citoyen d'un pays qui finance l'éducation, c'est de ta responsabilité de lutter pour la migration des écoles, de toutes les écoles, au logiciel libre. Je viens d'apprendre que la France considère dépenser beaucoup d'argent dans la modernisation de l'éducation. Je n'ai pas vu les détails, mais je soupçonne qu'il propose de dépenser beaucoup pour des licences de logiciels privateurs, et chaque licence empirerait l'éducation. Il faut diriger cet argent au développement des remplacements libres pour l'éducation nationale, pour diriger l'éducation vers le soutien des droits de l'homme. Aussi, dans l'éducation,
On utilise des livres ou des œuvres plus généralement d'enseignement. Les livres ou les œuvres d'enseignement sont des œuvres conçues pour un but pratique, comme des outils pour faire quelque chose. Donc le même argument s'applique. Ces œuvres doivent être libres. L'État français doit entreprendre le développement des œuvres de remplacement, des œuvres libres éducatives, pour éliminer à jamais la domination par des œuvres privatrices. Pour tout sujet, il faut l'œuvre éducative libre. Et je crois que beaucoup de volontaires participeraient une fois établi le projet cadre dans lequel participer. Voici le devoir de l'éducation dans l'ère informatique. Aussi, les écoles doivent refuser la transmission des données privées sur les élèves ou les étudiants aux entreprises. C'est une infraction de la vie privée de l'élève. Même d'établir un compte chez Google ou Apple ou Microsoft ou Yahoo ou n'importe quelle entreprise avec le nom de l'étudiant est une infraction et doit être strictement interdit. Pas loin de chez moi, il y a un lycée qui impose l'utilisation des iPads aux étudiants. Et je suppose que ça implique la création d'un compte chez Apple pour chaque étudiant, c'est-à-dire le flicage. Le flicage commercial commence à l'école si l'école ne respecte pas la vie privée. Enfin, c'est dommage, mon auréole reste dans la valise. Mais est-ce que je dois présenter le Saint Ignatius? Pour faire ça, il faut apporter la valise. L'auréole est dans un sac, un grand sac dans la valise. Je pourrais le faire, mais l'informatique s'utilise pour beaucoup d'activités dans nos vies. Ça veut dire que le logiciel libre est devenu une question morale essentielle pour la vie. Mais c'est normal. Chaque nouveau champ de la vie apporte des droits humains essentiels qui joignent les autres droits humains plus vieux. Et chaque droit humain dépend des autres. Donc la perte d'un droit humain met en danger les autres droits humains. Maintenant, utilisons l'informatique pour faire tant d'activités. Le contrôle de notre informatique est devenu un des droits humains essentiels pour garder les autres droits humains. Et le flicage général met en danger la démocratie. Que signifie la démocratie? C'est que le peuple a le contrôle des actions de l'État. Mais comment exercer le contrôle
quand l'État agit secrètement. Il faut que les citoyens sachent ce que fait l'État, mais ça dépend des lanceurs d'alerte. Mais les États essaient d'identifier les lanceurs d'alerte pour les mettre en prison. Si l'État est capable de le faire, fin la démocratie. Donc, nous pouvons voir que le niveau actuel de flicage est incompatible avec la démocratie, parce que l'État peut faire presque n'importe quoi secrètement, le peuple n'a pas la possibilité de le savoir, donc la démocratie peut exister théoriquement, mais pas pratiquement. Donc, pour récupérer la démocratie, il faut réduire le niveau général du flicage au point où l'État ne puisse pas identifier qui s'est communiqué avec un journaliste. Il faut, dans tous les systèmes normaux de communication, réduire le niveau de flicage jusqu'au point de ne pas pouvoir identifier normalement qui s'est communiqué avec le journaliste pour ne pas pouvoir identifier les lanceurs d'alerte. Maintenant, je veux vous présenter mon autre identité.